Bonjour, donc, je vais vous parler d'un sujet qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que Françoise vous a raconté et qui est complémentaire et qui est lié à des découvertes récentes qui ont été faites sur notre compréhension de la formation des galaxies. Et j'ai choisi l'angle justement de s'interroger sur le fait qu'il y a un nouveau paradigme qui a émergé depuis quelques années dans le cadre de la compréhension de la formation des galaxies. Et on peut s'interroger sur l'apport des nouvelles observations, en particulier du télescope spatial James Webb, dans le cadre de ce paradigme. Alors, d'abord, je parle d'un paradigme. Donc, quel est le paradigme classique auquel on faisait référence pour parler de la formation des galaxies? Vous avez des fluctuations primordiales, des grumeaux, des hétérogénéités dans le fond diffus cosmologique. Soit dit en passant, on présente souvent ces petits grumeaux comme étant les germes des étoiles et des galaxies. En réalité, la taille de ces petits grumeaux qui ont suivi l'expansion de l'univers sont aujourd'hui beaucoup plus gros que les plus gros amas de galaxies dans l'univers. Or, les amas de galaxies sont les structures gravitationnellement liées les plus massives de l'univers. Donc, ce ne sont pas les germes des galaxies. Ce ne sont pas les germes des structures de l'univers, c'est la partie visible et émergée de germes dont on pense dans le paradigme classique qu'ils sont faits de matière noire à des échelles plus petites. Cette matière noire étant insensible à la lumière, elle n'est pas dilatée, diffusée par les effets de lissage, par le très fort rayonnement dans lequel baignait la matière dans l'univers primordial, alors que la matière classique, elle, était complètement diluée. C'est pourquoi vous n'aurez pas un super satellite après le satellite Planck qui pourrait, par exemple, être 10 fois plus grand et vous donner une image avec une qualité meilleure que ça, parce qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, il n'existe pas de fluctuations visibles plus petites. Ensuite, à l'intérieur de ça, vous avez ces puits de gravité qui sont faits par la matière noire, dans lesquels la matière classique va tomber. Et puis vous avez cette formation hiérarchique des galaxies, avec l'idée que les germes sont nés de fluctuations primordiales. Donc, ça, c'est l'hypothèse, mais ce n'est pas complètement démontré, mais à partir de la théorie de l'inflation d'Alan Guth, son article en 1981. Et puis, l'idée de la matière noire, froide, dans lesquelles tomberait la matière, et puis avec des fusions successives de galaxies pour aller des plus petites aux plus grosses. Donc ça, c'est un peu le paradigme classique, avec ces proportions de matière noire, de matière classique, et puis d'énergie noire qui progresse, qui provoque l'expansion accélérée de l'univers. Dans ce paradigme classique, le rôle des fusions galactiques était considéré comme fondamental à plusieurs titres. Tout d'abord, lorsqu'une galaxie passait à côté d'une autre, elle engendrait un effet de marée, elle l'attirait. La gravité étant plus forte, plus près que plus loin, c'est ce qu'on appelle un effet de marée, et ça pouvait engendrer la rotation des galaxies, ça pouvait provoquer la naissance des disques galactiques. Lorsque les galaxies fusionnaient entre elles, lorsqu'elles ne passaient pas trop vite l'une à côté de l'autre, dès lors qu'une galaxie passe plus vite que la vitesse d'agitation des étoiles, typiquement elle passe à côté, mais si c'est du même ordre de grandeur, elles vont fusionner. Et lorsqu'elles fusionnent, dans cette vision classique, il y a une flambée d'étoiles, c'est-à-dire que le rythme de naissance des étoiles est multiplié typiquement par un facteur 10. Et effectivement, dans l'univers proche, on connaît des galaxies qui sont dans cette phase, qui sont des interactions dites majeures, avec deux grosses galaxies qui fusionnent et qui vivent des flambées d'étoiles. Donc, dans cette vision-là, le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies était extrêmement chaotique, avec plein de flambées d'étoiles, et puis contrôlé par les fusions de galaxies. Alors, le nouveau paradigme est d'abord arrivé par portes détournées. Par exemple, il y a eu des petites contradictions apparentes de l'ancien paradigme, comme le fait qu'on voyait des galaxies. Quand on mesurait l'âge des étoiles des galaxies les plus massives, on s'est aperçu qu'elles étaient plus vieilles. Or, ça semblait être en contradiction avec le paradigme que je viens de vous décrire, parce que si les galaxies les plus massives sont le résultat de la fusion de plein de petites, elles ont dû naître plus récemment. Or, leurs étoiles étaient nées il y a plus longtemps. Donc ça a été d'abord considéré comme une contradiction apparente, et en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait l'expliquer
parce que l'univers n'est pas homogène, et il y a des régions plus peuplées que d'autres, et dans les régions plus peuplées, les fusions de galaxies dont je parlais se produisent à un rythme plus accéléré, et donc, puisque les galaxies les plus massives sont dans les régions les plus denses de l'univers, finalement, il peut être légitime qu'elles soient nées très tôt dans l'histoire, même dans cette vision hiérarchique. Donc ça, c'est une parenthèse pour vous dire que, au fond, finalement, c'était une contradiction apparente. C'est ce qu'on appelle la croissance en apparence anti-hiérarchique, ce qu'on appelle le downsizing, et en réalité, qui est en accord avec ça si on prend en compte un peu la complexité de la structuration de l'univers à grande échelle. Le nouveau paradigme, je vais vous montrer une image qui est un peu surprenante, mais j'aime bien la montrer, il vient de là, enfin en partie de là. Cet objet-là, bon, on en a tous déjà vu, hein, c'est ce qu'on appelle une église. Il se trouve que dans les débuts des années 2000, c'était là qu'était localisé l'ordinateur le plus puissant, le supercalculateur le plus puissant dans cette église de Torre Girona près de Barcelone, qui a permis de réaliser une simulation. Il s'appelle Mare Nostrum. Donc, c'est un ordinateur qui a été utilisé pour engendrer une simulation de l'univers à une époque où on commençait déjà à voir émerger quelque chose qui a vraiment été quantifié de façon, je dirais, vraiment statistique et globale à l'échelle de l'univers, avec une simulation de l'univers que vous voyez ici. Donc vous retrouvez les grandes structures de l'univers avec ces filaments et les régions les plus denses qui sont celles justement où vont naître les galaxies les plus massives et où vont se faire de façon plus accélérée éventuellement les fusions de galaxies. Donc ça, c'était la vision, ça rentre tout à fait dans la vision classique, hein, sauf que quand vous zoomez sur une galaxie dedans, vous voyez des filaments qui ne sont pas... Vous voyez ces filaments que vous voyez ici, ce qu'on appelle la toile cosmique, ce sont des alignements de galaxies qui sont associés à des grandes structures de matière noire, mais qui ne sont pas de la matière qui coule. Là, vous avez ici, à beaucoup plus petite échelle, de la matière qui coule, et si je zoome dessus, cette vision d'artiste vous donne un peu une idée, ce sont ce qu'on appelle des courants de refroidissement qui viennent nourrir la galaxie. Alors, pourquoi je parle de nouveaux paradigmes? C'est un peu pour simplifier les choses, parce que les choses ne sont pas binaires, on refait l'histoire un peu, mais c'est pour que vous puissiez saisir les questions qu'on se pose aujourd'hui. Ça nous sert à mieux définir les questions qu'on se pose aujourd'hui, le contexte dans lequel je vous présente ça. Alors, il y a eu cet article qui a eu beaucoup de citations et qui a été un peu révélateur de Avishai Dekel et al., qui a vraiment un peu jeté le pavé dans la mare, parce qu'il dit vraiment que vraiment les galaxies massives ont formé des étoiles à un rythme surprenant, et ça a été communément attribué à des fusions de galaxies, ce que je vous disais tout à l'heure dans la vision classique, mais en fait, ce qu'on observe est incompatible avec cette vision classique. Là, j'ai traduit en français le résumé de l'article qui était en anglais. Hein. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est ce qui est écrit dans l'article. Et on voit des disques de galaxies alors étendues, et vous savez que si vous avez un disque de galaxie étendu, il est très facile à détruire lorsqu'il y a une fusion majeure comme celle qu'on avait vue tout à l'heure, et donc ça pose des questions. Des galaxies qui sont très riches en gaz, et il montre que dans cette étude que typiquement, plus de 75% de la matière d'une galaxie ne vient pas de ces fusions, mais viendrait de l'apport continu de matière le long de ces courants de refroidissement. Et ils disent, voilà, ce scénario est une alternative à celui des fusions. Voilà, donc j'appelle ça un nouveau paradigme dans le sens où on s'est posé les questions différemment dans ce contexte-là, et vous allez voir comment des observations récentes relancent un peu cette question-là et contredisent un peu des choses qu'on avait découvertes avec Hubble, qui se sont révélées être des erreurs probablement. Alors, quand on veut valider un paradigme sur la formation des galaxies, on peut se poser un certain nombre de questions. J'en prends quelques-unes. Par exemple, on peut regarder la taille des galaxies. Est-ce qu'elles étaient plus petites dans le passé ou pas? D'ailleurs, il y a certains qui ont remis en question le Big Bang. Parfois, quand on veut dire que l'univers a une histoire, une expansion, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Sauf que si on arrivait à montrer que les galaxies dans le passé étaient vraiment plus petites et beaucoup moins massives, bon, ça serait une preuve assez forte. L'âge des galaxies, c'est ce que je disais tout à l'heure, les plus vieilles étoiles sont dans les galaxies les plus massives. Et bon, il y a cette histoire qui montre qu'elles ont dû former leurs étoiles plus tôt. La croissance des galaxies suit l'histoire de la formation d'étoiles, et pour ça, il va falloir prendre en compte le rythme de naissance d'étoiles visibles et invisibles. Et puis, la quantité de matière diffuse qu'il y a à l'intérieur des galaxies, qui est le potentiel de croissance des galaxies, qui va jouer un rôle fondamental. Alors, je commence par la taille des galaxies.
quelque chose que Françoise a dit tout à l'heure, et je veux le remontrer parce que c'est contre-intuitif. Lorsque vous regardez un objet d'une certaine taille, par exemple, vous prenez une girafe, si elle est loin de vous, elle apparaît plus petite que si elle est près de vous. Mais dans l'univers, si elle était vraiment très loin de vous, elle apparaîtrait encore plus grosse. Alors, c'est contre-intuitif, et ça vient du fait que si vous avez une bouteille et un verre qui sont à la même distance l'un de l'autre, là, si je remonte dans le passé, si je me déplace en distance, mais je me remonte dans le passé, vous savez que l'univers, il était plus concentré, il était plus contracté. Donc en gros, ça veut dire que la lumière, comment dire, la lumière d'un objet qui s'écarte comme ça, bah, si vous remontez dans le passé, elle va se reconcentrer du fait que les points étaient plus petits, plus proches dans le passé. Et donc, le fait que votre regard englobe une région de plus en plus grande comme ça, ce qui fait qu'une girafe va apparaître relativement petite dans le lointain, en fait, ça va se reconcentrer quand vous allez remonter à des époques où l'univers était plus concentré. Alors cet effet-là, ça s'observe là, c'est que quand un objet est loin, il apparaît plus petit. Donc là, ça vous donne le nombre de milliers de parsecs, c'est-à-dire un parsec, c'est 3000, et là, en kiloparsec, c'est 3260 années-lumière. Donc, vous avez ici un nombre qui vous dit la taille physique d'un objet si il a une taille apparente de 1 seconde d'arc, s'il fait 1 seconde d'arc. Donc, voilà. Et vous allez voir que si vous voyez un objet qui fait 1 seconde d'arc tout près de vous, il est petit. Et s'il fait la même taille apparente, s'il est plus loin, c'est qu'il est intrinsèquement plus gros. Ça, c'est la vision classique. C'est-à-dire que s'il a la même taille apparente en étant plus loin, il est plus gros. Jusqu'à un moment où il y a un pic. C'est à peu près 4 milliards d'années après le Big Bang. À partir de là, il se passe l'effet inverse. C'est-à-dire que cette fois, vous allez avoir un phénomène qui fait que votre objet va vous apparaître plus gros. Je vais vous montrer ça avec des galaxies. Voilà. Les galaxies, ici, vous allez voir de plus en plus petit, et ici, vous allez voir une galaxie qui va gonfler par l'effet de cette loupe qui vient du fait que l'univers était plus concentré, il a gonflé. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on regarde l'univers, et quand on regarde une image, même du James Webb ou autre, vous pouvez prendre votre règle. Vous pouvez mesurer la taille des galaxies et comparer des galaxies. Alors, celles qui sont plus rouges sont plus lointaines, celles qui sont plus bleues sont plus proches, grosso modo. Si vous en voyez une qui est plus grosse que l'autre avec votre règle, c'est qu'elle est intrinsèquement plus grosse. Pour la plupart de l'histoire de l'univers. C'est-à-dire qu'on sait tous, nous, quand on regarde une image, quand Françoise, moi, on regarde une image, on sait qu'une galaxie, typiquement, 1 seconde d'arc, c'est 8 kiloparsecs, ou un parsec, c'est 3,26 années-lumière. On le fait à la règle. Il n'y a pas besoin de savoir qu'Einstein a dit que l'expansion... C'est fini, on fait ça à la règle. Et après, si vous allez beaucoup, beaucoup plus loin, c'est encore pire, c'est que vous avez cet effet de gonflement des galaxies. Donc, de toute façon, vous allez toujours pouvoir avoir une idée mais vraiment assez bonne de la taille des galaxies, et ce qui va vous permettre de savoir si oui ou non les galaxies étaient plus petites dans le passé ou pas, intrinsèquement. Et un des premiers résultats qui est arrivé du James Webb, c'est que quand on regarde les images des galaxies, ici, eh bien, elles sont petites. Ça, ce sont les galaxies que l'on voit quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. D'accord ? C'est vraiment l'aube de l'univers. Et elles ont des tailles qui montrent, qui sont boursouflées par le fait d'expansion de l'univers, parce qu'elles sont dans la partie là où on boursoufle. Et donc, ces galaxies boursouflées sont toutes petites. Ça, entre nous, c'est pour moi la plus belle preuve du Big Bang, parce qu'on n'a même pas besoin de se casser la tête avec le fond diffus cosmologique, avec la nucléosynthèse primordiale, ou avec ce que vous voulez. Vous regardez toutes les galaxies qui sont lointaines, elles sont toutes petites. Donc ça veut dire que ce sont des bébés galaxies, c'est une preuve entre nous du Big Bang. Je sais que la plupart des gens sont convaincus de ça, mais voilà, je dirais que c'est un pilier pour moi du Big Bang. L'autre chose, c'est que si on regarde maintenant dans un domaine plus proche de nous, les galaxies qui forment des étoiles, eh bien, on s'aperçoit que leur taille intrinsèque était plus petite à mesure qu'on remonte dans le passé, donc elles ont toujours été plus petites. Donc ça prouve bien qu'elles ont évolué, mais alors on aboutit à une petite difficulté. C'est que la courbe bleue, là, ça vous montre les galaxies qui forment des étoiles, et la courbe rouge, ça vous montre les galaxies qui sont devenues stériles, passives, qui ne forment plus d'étoiles.
Donc dans l'univers proche, ce sont les elliptiques et les spirales, puis dans l'univers plus lointain, elles ont des formes dont on va parler, mais qui sont un peu différentes. Normalement, vous avez le résultat naturel, ça serait que lorsqu'une galaxie qui forme des étoiles, qui serait ici, donc imaginons qu'elle se trouve à ce décalage vers le rouge là, c'est-à-dire qu'elle est à environ 2,5 milliards d'années après le Big Bang, elle a une taille de 4 kiloparsecs, sa taille de 2 milliards de 4 kiloparsecs. Imaginons qu'il lui arrive quelque chose. Elle ne forme plus d'étoiles pour une raison ou une autre. Eh bien, elle devrait garder sa taille, parce que lorsqu'une galaxie sait former des étoiles, ces étoiles n'ont pas de raison de changer de place. C'est juste qu'il n'y a plus de gaz pour former des étoiles. Au lieu de ça, vous voyez les galaxies passives à la même époque, elles ont une taille qui est 3 fois plus petite. Et ça, c'est un mystère. D'accord ? C'est un mystère parce qu'il faut expliquer comment on fait des galaxies plus petites. Et la façon de le faire, c'est de dire que, en fait, cette idée que vous allez prendre une galaxie qui forme des étoiles et vous allez arrêter de former des étoiles et vous allez tomber là, elle est fausse. Naturellement qu'elle est fausse. Pourquoi ? Parce que cette galaxie qu'on voit comme étant passive, ça veut dire qu'elle ne forme plus des étoiles depuis quelque temps, puisqu'elle n'en forme plus depuis un certain temps, sinon elle ne serait pas passive. On verra encore. Et donc ça veut dire que son ancêtre était là. Et donc son ancêtre, si on prolonge la courbe, il était plus compact que là. Donc ça va. En fait, non, ça ne suffit pas. Il faut encore un autre mécanisme. Et aujourd'hui, c'est une des énigmes, c'est comment peut-on faire que de la matière aille se concentrer très efficacement, très tôt dans l'histoire de l'univers, dans des toutes petites boules, et ce qui, à mon avis, est un problème analogue au fait qu'on a des trous noirs supermassifs très tôt dans l'histoire de l'univers dont on ne sait pas trop bien expliquer l'origine. Donc là, ça, c'est une des failles des deux paradigmes sur lesquels je reviendrai après, mais où des explications, des tentatives d'explication ont été proposées, mais qui ne sont pas satisfaisantes et qui peut-être détient la clé des réponses aux questions qui restent ouvertes aujourd'hui. Pour moi, là, il y a encore une énigme qui reste ouverte. Alors maintenant, on va avancer sur la compréhension de la formation des galaxies. On va reprendre l'histoire de la formation d'étoiles qu'a montré Françoise, mais cette fois, on va la regarder sous l'angle visible et invisible pour voir quelle est la partie qu'on a manquée et voir si ça nous révèle quelque chose. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est que vous avez le Big Bang qui est ici, vous avez aujourd'hui 13,8 milliards d'années après, et vous prenez une boîte qui suit l'expansion de l'univers, de sorte à ce que vous ne soyez pas illusionné par l'expansion en croyant qu'il se passe des choses dans les galaxies. Si dans une boîte de cette taille-là, si vous prenez la même taille de la boîte aujourd'hui et dans le passé, comme l'univers était plus concentré, vous trouverez beaucoup plus de galaxies dans l'univers lointain et vous pourrez penser qu'il y avait plus de galaxies. En réalité, non, c'est juste que les galaxies se sont séparées en suivant l'expansion de l'univers. Donc votre boîte, elle est comobile, elle suit l'expansion de l'univers. Et quand on regarde la formation d'étoiles dans cette boîte, voilà la vision qui est arrivée à la fin des années 90. Il y avait plus de formation d'étoiles dans le passé et moins dans un plus lointain passé. Et ces points verts et violets ont été mesurés par la lumière ultraviolette des étoiles. Pourquoi ? Parce que l'ultraviolet est rayonné par les étoiles les plus massives. Une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil rayonne 4000 fois comme le Soleil, et son espérance de vie est de moins de 10 millions d'années. Donc l'ultraviolet vous donne une idée de ce qui se passe, du rythme de naissance des étoiles, parce qu'une étoile que vous voyez dans l'ultraviolet, elle vient de naître. Seulement le problème, c'est que les étoiles qui naissent dans l'ultraviolet naissent dans des cocons de poussière qui absorbent la lumière de l'étoile, qui va rayonner dans l'infrarouge, et donc il est possible que vous ayez manqué une partie de l'histoire qui serait rayonnée dans l'infrarouge et qui vient de la lumière ultraviolette des étoiles les plus jeunes et les plus massives, qui a été absorbée par la poussière interstellaire. Si maintenant on prend en compte la poussière interstellaire, on s'aperçoit qu'il y avait en fait 10 fois plus de formation d'étoiles dans le passé que ce qu'on voyait dans l'ultraviolet. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus avec le satellite Herschel, avec le satellite Spitzer, le satellite ISO. Nos équipes ont travaillé là-dessus. On a pu montrer cette différence-là. Et est arrivée une question qui est liée à notre problématique du paradigme entre l'ancien et le nouveau paradigme, qui est la suivante. C'est que faire 10 fois plus de formation d'étoiles dans l'infrarouge, on peut se demander quel est le mécanisme physique qui fait ça. Et quand on se place dans l'univers d'aujourd'hui, dans les galaxies qui sont proches de nous, les galaxies qui rayonnent 10 fois plus de lumière dans l'infrarouge, qui pourraient être celles qui naturellement expliqueraient ça, c'est celles-ci. Ce sont des galaxies dites ultralumineuses dans l'infrarouge, qui sont toutes des fusions de galaxies.
Donc, a priori, on serait tenté de penser qu'on a là la validation du paradigme classique, où ce sont les fusions qui dominent complètement, puisque 90% de la formation d'étoiles nous apparaît dans l'infrarouge, et les galaxies dont 90% de la lumière sort dans l'infrarouge sont toutes des fusions de galaxies dans l'univers proche. N'est-ce pas? Donc là, on a la validation de l'ancien paradigme et une apparente contradiction avec le nouveau paradigme qui était celui dont je parlais avec ces courants de refroidissement qui coulent dans les galaxies. Néanmoins, ça c'est vrai pour les galaxies d'aujourd'hui. Qu'en est-il des galaxies du passé? Est-ce que c'était aussi des fusions de galaxies? Et là, ce qui s'est passé à partir de l'année 2007, et puis ensuite ça a été conforté après, c'est qu'on s'est rendu compte que le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies suivait une loi de proportionnalité avec la masse des galaxies, une sorte de rythme universel dans lequel les fusions et les flambées de galaxies, comme ça, produisaient typiquement 5% des étoiles des galaxies, 5 à 10%, pas plus. Et donc, il y a une contradiction, parce que vous voyez, 90% de la formation d'étoiles a lieu dans une phase infrarouge, dont on pourrait penser qu'elles sont liées à des flambées d'étoiles lors de collisions de galaxies, mais quand on regarde concrètement les galaxies il y a 8, 10 milliards, 12 milliards d'années dans le passé, on s'aperçoit que les flambées d'étoiles dans les collisions de galaxies, on mesure ça pour les galaxies individuelles, ce ne sont que quelques pourcents, 5%, et la majorité semble se former dans des galaxies qui sont en apparence des disques en rotation avec de la formation d'étoiles beaucoup plus régulière et qui semblent conforter le nouveau paradigme. Mais alors, donc on peut se demander pourquoi ça apparaît en infrarouge et quelles sont les questions qui résultent de cette découverte-là qu'on appelle la séquence principale des galaxies. Il y a deux énigmes qui ont été associées à cette découverte-là et qui vont être liées à la problématique de ces deux paradigmes et des découvertes sur les galaxies lointaines. La première énigme, c'est que lorsqu'on étudie les réservoirs de gaz de ces galaxies-là, on s'aperçoit qu'elles ont beaucoup plus de matière diffuse que les galaxies qui étaient en fusion dont je parlais tout à l'heure, mais pas assez pour former des étoiles pendant plus de 600 millions d'années. Ça a été très surprenant, c'est qu'à toutes les époques de l'histoire de l'univers, les galaxies semblent avoir des réservoirs qui leur permettent de tenir 600 millions d'années, pas plus. Mais ça, c'est la première énigme. Et la deuxième énigme, c'est qu'on s'attendrait à ce que le rythme des formations d'étoiles soit beaucoup plus varié, selon qu'une galaxie est près d'une autre ou près d'un groupe de galaxies, etc. Alors qu'en réalité, quel que soit leur environnement, quelle que soit leur forme, qui sont toutes différentes, elles ont ce rythme avec une très faible dispersion ici, et donc il semble y avoir un mécanisme qui régule la formation d'étoiles. Et donc ce sont ces deux énigmes qui vont nous permettre de voir de voir un peu pourquoi on parle de deux paradigmes. Si je reprends maintenant, si je vous montre le premier, la conséquence du premier point qui est ici, à partir de ce diagramme ici, vous avez notre position là, et vous regardez des galaxies dans le passé jusqu'au Big Bang, il y a 4, 6, 8, 10 milliards d'années dans le passé, et maintenant vous regardez des galaxies pour lesquelles on a pu mesurer les réservoirs de gaz et la formation d'étoiles, et la quantité, le nombre de millions d'années pendant lesquelles elles vont pouvoir continuer à former des étoiles. Et ces deux galaxies-là, pour lesquelles on a fait l'étude avec le radiotélescope ALMA, celle-ci peut encore former des étoiles pendant 175 millions d'années, celle-ci pendant 450 millions d'années. En gros, quand on fait l'estimation, on peut dire qu'il y a à peu près 10 milliards d'années aurait dû naître la dernière étoile de l'univers, et depuis, plus aucune étoile n'aurait dû naître quand on regarde les réservoirs des galaxies, des gaz des galaxies. Et donc, la réponse à cette énigme-là, la plus simple, c'est qu'elles sont effectivement nourries en permanence par ces courants de refroidissement qui vont leur apporter la matière nécessaire pour donner naissance aux étoiles, sans quoi le Soleil ne serait jamais né, etc. Alors, est-ce qu'on en voit la signature, quelque part, dans la forme des galaxies? Et donc, maintenant, on va s'intéresser à l'aspect de la forme des galaxies dans cette histoire, ce qu'on peut appeler la morphogénèse galactique. Vous avez tous entendu parler de la fourchette de Hubble. Il paraît qu'il avait une bonne fourchette. Et donc, c'est cette vision avec les galaxies elliptiques qui sont ici, les passives, les galaxies spirales, avec des bras plus ou moins ouverts, et puis les galaxies spirales barrées. Bon. Pourquoi je vous montre ça? C'est quelque chose de vraiment très classique. C'est juste que cette vision-là a été remise en question par le satellite Hubble et est en train de ressurgir avec le satellite James Webb.
Alors, pourquoi c'est important de s'intéresser à la forme des galaxies quand on s'intéresse au rythme de naissance des galaxies et on essaie de comprendre quel est le bon paradigme? Je reviens un tout petit peu sur l'histoire. En 1929, vous avez l'instabilité gravitationnelle de Jeans qui vous dit que si vous avez de la masse, elle est attirée, il y a une autogravité, mais sauf que l'agitation de la matière peut l'emporter sur cet effondrement gravitationnel. Et effectivement, ce qui fait que les galaxies s'effondrent, c'est qu'il faut rajouter un supplément de matière, un supplément de masse, qui est la matière noire. Donc là, vous avez un effondrement. Et puis, ensuite, si vous regardez maintenant le critère dit de Jeans, et vous l'appliquez à la Voie lactée, vous allez vous apercevoir que, normalement, la Voie lactée n'aurait pas dû être stable, elle n'aurait pas dû rester à former des étoiles pendant des milliards d'années, elle aurait dû s'effondrer, les régions de formation d'étoiles auraient dû être énormes au cours du temps, et le calcul montre que tout ce qui est plus gros que 3000 années-lumière aurait dû s'effondrer complètement sur lui-même, parce que l'agitation qui contrebalance la gravité est trop faible par rapport à la densité de matière qui est dans la Voie lactée. Et c'est là où intervient la rotation différentielle des galaxies. Tout ça, c'est des choses que je pense que vous savez, parce que François vous a expliqué tout ça, mais je me permets de revenir là-dessus parce que je vais l'utiliser. Je suis désolé de vous dire des choses qui peuvent vous paraître évidentes pour beaucoup d'entre vous, mais la rotation de la galaxie, c'est ça qui va empêcher la matière de s'effondrer sous l'effet de l'effondrement de Jeans. En gros, plus vous avez de matière dans une zone, plus il va y avoir de gravité, et donc plus ça va avoir de chances de s'effondrer. Mais plus vous prenez une zone grande pour avoir beaucoup de matière, plus vous allez avoir de différence de vitesse du fait de la rotation de la galaxie. Et cette différence de vitesse va s'opposer à l'effondrement d'autant plus efficacement que la taille est grande. Et donc vous avez un critère qui fait que si la rotation est suffisante, jamais la matière va pouvoir s'effondrer. Et en fait, quand vous faites le calcul pour la Voie lactée, cette fois vous apercevez qu'en fait elle ne devrait pas former la moindre étoile. De par sa rotation différentielle, elle ne devrait pas former la moindre étoile. Et donc il manque encore un dernier ingrédient, c'est la théorie des ondes de densité de 1964 de Lin et Xu, qui est le fait que les étoiles qui tournent dans la galaxie, elles ont des orbites elliptiques, mais si on les décale un petit peu, elles vont faire des zones surdenses ici, qui sont des ondes de densité qui vont venir donner naissance aux régions où se forment les étoiles, des nuages moléculaires, etc. Et donc, toute la formation d'étoiles a lieu dans ces bras spiraux, et la Voie lactée, le système solaire est né là-dedans, et dans la vision hubbleienne classique de l'hiver proche, finalement, ce sont les galaxies spirales qui sont la majorité des régions où elles forment les étoiles, et ce sont ces ondes de densité où naissent les étoiles. Bon. Alors donc les gens ont commencé à utiliser des outils pour retrouver la forme des disques, etc., dans les galaxies lointaines, et puis ils ont appliqué ça à l'univers lointain, et puis ils ont eu une mauvaise surprise. Ils ont eu une mauvaise surprise parce qu'en regardant les galaxies proches, ils avaient des galaxies spirales qui formaient des étoiles, puis des galaxies elliptiques qui n'en formaient pas. Puis avec Hubble, ils ont trouvé des trucs comme ça, qu'on appelle des trucs, ou des machins comme ça, qu'on appelle des machins. Et donc là, c'est devenu très gênant. Quand on l'a vécu en direct, vous aviez des outils sur lesquels vous avez mis du temps à vous familiariser pour décomposer le disque par rapport au bulbe de la galaxie, pour mesurer le moment angulaire, pour mesurer la taille du disque, voir si vous voyez les bras spiraux, voir tout le truc qui est un peu lourd à apprendre. Une fois que vous l'avez appris, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous reste, c'est des trucs et des machins. Et c'est démotivant. Hein. Si vous avez un poste permanent, vous êtes payé, vous dites c'est pas grave, je vais m'acheter du riz, je peux manger. Mais si vous êtes un étudiant, vous vous dites quand même, j'aurais peut-être dû choisir une autre voie. Parce qu'améliorer le code qui va mieux servir à rien, pour un sujet de thèse, il y a mieux. Voilà. Alors, en fait, le satellite Hubble qui a cassé la fourchette de Hubble, il regarde dans l'ultraviolet, dans le référentiel Europol, les galaxies lointaines. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il regarde dans le visible et voit un petit peu d'infrarouge proche, ce qu'il voit, c'est la lumière qui a été décalée vers le rouge. Et donc, on s'est toujours posé la question de savoir, peut-être que ça, ce n'est pas la vraie forme des galaxies. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il voit la lumière ultraviolette. Et le deuxième, c'est qu'il n'a pas une super sensibilité et il n'a pas non plus une super résolution angulaire que va avoir le James Webb. Donc je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé là. En fait, l'image du
Hubble Deep Field, du champ profond de Hubble, qui a un peu révolutionné le domaine. Elle a été faite quelques jours avant et quelques jours après, le 25 décembre 1995, et c'est une amusante coïncidence avec le fait que le James Webb a été lancé le 25 décembre 2021. Donc les deux, c'est le jour de Noël, c'est pour ça que je me suis permis de mettre un Père Noël, parce que c'est un petit cadeau et qu'il y a un... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec Hubble, en gros, ce qu'on voit essentiellement pour une galaxie lointaine, là vous avez une population de petites étoiles et puis une grosse étoile massive. Donc vous prenez une étoile de 10 fois la masse du Soleil, elle rayonne comme 4000 soleils. Donc imaginez ici que vous ayez 4000 petites étoiles, elles vont faire la somme de leur lumière fait autant de lumière que celle-ci, mais celle-ci elle pèse 4000 masses solaires, celle-ci elle pèse que 10 masses solaires. Donc c'est ça le truc, hein. Prenez Elon Musk et vous prenez la somme de nous, eh ben, on ne fait pas le poids. Voilà. Donc ça, c'est Elon Musk, et puis ça, c'est nous. D'accord et peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça, et puis des comme moi qui sont comme ça. Enfin, voilà. Et alors maintenant, avec Hubble, vous voyez que celle-ci. Et avec le James Webb, vous voyez tout. Donc en gros, avec Hubble, vous ne pouvez pas distinguer un éléphant d'un écureuil. Parce que l'éléphant est plus massif et il a une forme différente de l'écureuil. Alors maintenant, on va regarder ce que voit Hubble, et ce que voit James Webb, pardon. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, au début, on voyait des spirales, et vous avez ici le Big Bang, vous avez aussi aujourd'hui. Alors voici des galaxies qui ont été observées à des décalages vers le rouge de plus en plus lointains, qui correspondent à des époques après le Big Bang, qui sont écrites ici. Donc ici, nous sommes 13,8 milliards d'années après le Big Bang, ici un peu moins de 5 milliards d'années, 3 milliards d'années, 2,9 milliards d'années. Et là, vous commencez à vous dire, alors attendez, là, je ne comprends pas, ils sont où les machins et les trucs de tout à l'heure? Ça ne ressemble plus aux machins et aux trucs, vous voyez là, vous avez plus envie de vous dire, ben, l'étudiant de tout à l'heure, il n'aurait pas dû perdre espoir, il suffisait de payer 10 milliards. Donc, 2 milliards d'années après le Big Bang, ici, 1,9 milliard d'années ici, 1 milliard d'années ici, bon, c'est un peu plus flou, mais n'empêche que là, on est 600 millions d'années après le Big Bang. Et là, vous avez même des barres, dont une des plus grandes spécialistes au monde est ici présente, donc elle pourra vous... mais on peut en parler pendant des jours, mais vous voyez ici quand même des galaxies qui ont des formes en spirale, qui tournent, et qui n'ont rien à voir avec les grumeaux qu'on voyait avant. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était fait bluffer. Et on peut dire d'une certaine manière que James Webb a repêché la fourchette de Hubble, que le satellite Hubble avait jeté dans l'eau. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à notre histoire de cette séquence principale des galaxies, de cette histoire des galaxies dans l'infrarouge avec ses 90% cachés dans la poussière, de ses rôles des fusions et tout ça? D'abord, c'est ce qu'on va appeler la morphogenèse galactique, et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait tourner les galaxies. D'abord, il faut savoir qu'un disque fin, comme dans une grande spirale comme ça, et avec des bras bien formés, d'abord, il faut un certain temps pour former les bras, il faut aussi un certain temps pour former la barre, etc. Donc si vous êtes chahuté par plein de fusions, normalement, vous n'y arrivez pas. Et d'ailleurs, c'était une des plus grandes énigmes de comprendre comment on faisait les disques fins aujourd'hui, et maintenant, on en voit partout. Alors, je suis désolé, je vais dire un truc un peu simple, mais si vous voyez un moulin qui flotte dans l'univers avec les pales qui tournent, vous aurez deux questions. La première, c'est pourquoi il y a un moulin, et la deuxième, c'est pourquoi les pales tournent. Alors, oubliez pourquoi il y a un moulin, et maintenant vous vous demandez pourquoi les pales tournent, et en fait, l'idée qui est en train d'émerger, c'est que les courants de refroidissement vont laisser une signature dans le fait qu'ils n'arrivent pas de façon directement centrée sur le centre de la galaxie, ils sont un peu décalés, et une des études récentes par Kretschmer et al. 2021 montre que les courants de refroidissement viennent nourrir la rotation des galaxies, les fait tourner de plus en plus vite, tout en apportant la matière. Alors ça, c'est génial. Si c'est vrai, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous nourrissez votre galaxie avec de la matière, ce qui fait qu'au lieu de rester 600 millions d'années actifs, vous pouvez faire plus que 600 millions d'années. Mais en plus, vous la faites tourner. Ça veut dire que vous créez le moment angulaire du disque qui s'oppose à la formation d'étoiles. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, alors que sinon vous avez la masse de Jeans qui va faire. Donc vous faites ça, vous opposez et vous engendrez même de la turbulence. Une étude qui a été faite par Brucy, Enbel et al., et d'ailleurs qui a eu un prix du journal AEA l'année dernière, montre que la turbulence du milieu interstellaire dans des galaxies qui ont beaucoup de matière diffuse vient essentiellement des mouvements à grande échelle des galaxies et donc de leur rotation. Et donc ça veut dire que
les galaxies lointaines que l'on voit, qui forment beaucoup d'étoiles et qui ont beaucoup d'absorption dans la poussière, la raison pour laquelle elles ont beaucoup d'absorption dans la poussière ne vient pas du fait qu'elles ont eu des fusions avec des flambées d'étoiles, mais vient du fait qu'elles ont une très grande quantité de matière diffuse qui tombe, enfin c'est ce qu'on pense dans le nouveau paradigme, qui tombe dans les galaxies, qui nourrit leur moment angulaire, et qui, du fait qu'il y a beaucoup de cette matière-là, ça crée beaucoup d'atténuation par la poussière. Et donc, les réservoirs viennent de l'apport des filaments, et le mécanisme qui régule la formation d'étoiles, c'est probablement cette rotation des galaxies. Alors, maintenant, qu'en est-il des premiers milliards d'années? Là, on regarde des choses qui se sont passées, disons, sur toute l'histoire de l'univers. Et il y a une petite partie qui échappe encore aux observations, c'est que les 3 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, ici, on n'a pas ces observations dans l'infrarouge. On ne sait pas si ça continue ici ou si ça tombe là. On n'a pas la capacité de voir ça avec les observateurs d'aujourd'hui. Et on a des indices que ça peut être utile. Par exemple, vous avez ici une galaxie proche, qui est cette fois une galaxie d'interaction, mais qui vous montre quelque chose de particulier. C'est que là où il y a de la lumière que vous voyez dans le visible ici, vous n'avez aucune lumière dans l'infrarouge, et là où il y a la lumière dans l'infrarouge, vous n'avez quasiment aucune lumière, c'est la même en couleur ici, dans le visible. Ça veut dire que les zones dans lesquelles il y a la poussière et où naissent la plupart des étoiles sont complètement déconnectées des zones où il y a la plupart des étoiles que vous voyez dans le visible. Et pareil ici pour des galaxies très lointaines, 10 milliards d'années dans le passé, ce que vous voyez en bleu, c'est là où il y a la formation d'étoiles enfouies, et ce que vous voyez en blanc et jaune, là, c'est là où il y a la formation d'étoiles, où vous pouvez voir les ultraviolets. Et donc, il semble y avoir une déconnexion totale entre les deux, et on peut s'interroger sur la possibilité de savoir si les études qui ont été faites jusqu'à présent ont permis de voir ces régions de formation d'étoiles ou pas. Alors, une étude qui a marqué un peu les esprits sur l'étude de l'univers lointain, dont a parlé Françoise tout à l'heure, a été réalisée par Bowens et d'autres, et collaborateurs, et elle consiste à faire la chose suivante. Elle consiste à dire que la lumière des étoiles les plus massives qui rayonnent dans l'ultraviolet et qui est absorbée par la poussière interstellaire et qui va rayonner dans le domaine de l'infrarouge lointain va laisser une signature. Quand elle est absorbée, cette lumière-là, la pente du spectre va être très différente. Alors là, je l'ai traduit en f nu, voilà. Mais ça veut dire que si vous êtes comme ça, plat, ici, dans ce référentiel-là, il n'y a pas d'extinction, puis si vous avez une pente, il y a une très forte extinction. Et donc, ce qu'a fait cette équipe, c'est qu'ils se sont dit, on va regarder la pente et on va voir si dans les galaxies lointaines, on a raté quelque chose, s'il y a des choses comme ça qu'on a ratées. Et alors, ils ont regardé ça et ils se sont dit, en fait, tout ce qu'on voit est compatible avec aucune extinction par la poussière. Et donc, ils ont considéré que toute l'histoire de l'univers que vous voyez dans les premiers milliards d'années de l'univers est parfaitement connue, sans prendre en compte cet infrarouge. Donc, le fait qu'on n'ait pas vu l'infrarouge n'est pas du tout un problème. Mais en fait, leur étude souffre d'une faiblesse à laquelle ils n'ont pas pensé. Je reviens sur la technique de la discontinuité de Lyman, dont François vous a parlé tout à l'heure. C'est le fait qu'il y a de l'hydrogène dans la galaxie et dans les nuages qui sont entre vous et les galaxies, qui absorbe tout ce qui est à gauche d'à peu près 1000 angstroms, en fait un peu moins, et vous avez une marche d'escalier qui vous permet de savoir si la galaxie n'est pas visible à gauche et visible à droite. Eh bien, si vous la voyez à des couleurs très très rouges, c'est qu'elle est très très lointaine. Et si vous la voyez avec l'endroit où elle disparaît, vous donne la distance de la galaxie, vous donne le décalage vers le rouge. Seulement, maintenant, je reviens sur ça en regardant ça d'un tout petit peu plus près. Vous avez l'impression qu'ici, il n'y a pas de lumière, et ici, il y a beaucoup de lumière. D'accord? Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque, parce que tout le domaine que vous voyez là, il est entièrement dans l'ultraviolet. Et donc, ces gens-là, quand ils ont publié ça, ils nous ont dit on regarde la pente dans l'ultraviolet, et puis on mesure la distance, etc. Mais pour identifier ces galaxies, pour qu'ils les aient dans leur catalogue, il faut que l'ultraviolet sorte de la galaxie. Mais si l'ultraviolet ne sort pas de la galaxie, s'il est totalement absorbé, ils ne pourront même pas voir cette partie de droite, parce que tout ça, c'est l'ultraviolet. À aucun moment, ils regardent le visible. Et donc, en fait, il est possible qu'il ne soit pas faux d'un facteur 2 ou 3, mais qu'il soit faux d'un facteur infini, puisqu'il y a des galaxies entières qui ont pu leur échapper. Et effectivement,
Effectivement, c'est le cas. Donc voici ici des galaxies qui sont totalement invisibles et qui ont complètement échappé à cette technique qui a permis de remonter l'histoire de la formation des galaxies dans l'univers lointain, et qui apparaissent dans l'infrarouge et dans le millimétrique avec le radiotélescope ALMA, comme le nez au milieu de la figure. Donc là, si vous pointez pendant plusieurs heures avec Hubble, vous ne voyez rien. Si vous pointez 2 minutes avec le radiotélescope ALMA, vous voyez des choses qui sautent comme le nez au milieu de la figure. Et ce que ça change, c'est que quand on regarde l'histoire de la formation d'étoiles dans ces 3 premiers milliards d'années, et qu'on ne regarde pas l'ensemble des galaxies, mais on regarde maintenant les plus massives, celles dont on sait qu'aujourd'hui, l'âge des étoiles sont les plus vieilles et qui ont dû naître dans les régions les plus denses, qui ont dû naître le plus vite, et qui sont celles donc, qui ont donné naissance à leurs étoiles plus vite, donc qui ont peut-être plus de chances d'être, et qui sont très compactes. Donc, comme elles sont compactes, elles ont plus de chances de subir cette atténuation par la poussière parce qu'elles sont toutes ramassées sur elles-mêmes. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. J'avais montré une ligne bleue et une ligne rouge. J'avais dit, regardez, la ligne rouge, elle est plus basse. Ce sont celles qui sont passives. Et je vous ai dit, il faut trouver leurs ancêtres dans le passé. Voici celles qu'ils ont pu voir avec cette étude, en bleu, et celles qu'ils ont ratées en rouge, qui sont à un décalage de 4 10 fois plus nombreuses et font une contribution 10 fois plus forte, et un décalage de 5 100 fois plus fort. Donc ils ont raté énormément de galaxies. Alors, que nous dit le James Webb sur ces premières galaxies? Une des premières questions qui s'est posée, c'est, dès qu'on a vu ces galaxies-là, c'est est-ce qu'on est sûr de leur distance, de leur décalage vers le rouge, vu qu'elles n'ont pas de lumière dans la plupart des bandes, donc c'est très compliqué. Donc il a fallu faire une méthode qu'on appelle le stacking, c'est-à-dire que vous empilez des images de galaxies invisibles, comme ça, et quand vous en avez beaucoup, vous finissez par voir quelque chose qui sort, parce que si vous en prenez beaucoup, vous finissez par faire sortir quelque chose. Et là, vous avez une idée moyenne de leur distance, et c'est comme ça qu'on voit à peu près leur distance. Et puis, on a le James Webb maintenant qui a une capacité, une sensibilité, et puis qui voit d'autres domaines de longueur d'onde, qui est capable de voir dans l'infrarouge proche, mais aussi dans l'infrarouge moyen, et qui permet de cumuler les couleurs pour voir un peu les distances des galaxies. Donc il y a une étude qui a été faite par Baruffet et al. Et Pascal Hoche récemment, en 2022. Je n'ai pas mis la référence, mais c'est en 2022. Et ils ont étudié des galaxies de ce type-là, qui sont très fortement atténuées par la poussière, et ils ont validé les distances. Alors ici, c'est écrit en tout petit, mais le redshift, c'est 4.1, c'est-à-dire vraiment ce domaine-là, exactement là. Et ils ont validé que le décalage vers le rouge de ces galaxies était le bon. Avec le James Webb, ça valide que c'est le bon. Et aussi, chose remarquable, ils se sont aperçus que comme ces galaxies qu'on avait découvertes, on avait mesuré leur rythme de formation d'étoiles et on avait dit qu'elles avaient leur formation d'étoiles qui répondait à cette même loi universelle, cette séquence principale où le taux de formation d'étoiles et la masse sont reliés avec une faible dispersion. Eh bien, elles sont toutes là-dedans. Ça veut dire qu'elles ne sont pas dans ces phases de flambée d'étoiles. Pourtant, elles rayonnent plus de 90% de la lumière dans l'infrarouge, et donc ce ne sont pas du tout des flambées d'étoiles engendrées par des fusions de galaxies, ce sont des galaxies qui forment leurs étoiles, même dans les premiers milliards d'années, à un rythme continu qui est tout à fait compatible avec l'idée du nouveau paradigme où la matière qui les nourrit arrive en permanence et où la rotation régule la formation d'étoiles. Le fait que si c'était des flambées d'étoiles, elles sortiraient de cette relation-là, elles seraient plutôt là-haut, ce qu'on attendrait si c'était les fusions de galaxies qui dominaient. Donc là, le James Webb commence à valider cette idée-là. Et si on remonte maintenant plus loin, on peut se demander, mais alors, on a donc formé très tôt des galaxies très massives, qu'on peut appeler en fait en quelque sorte des espèces de dinosaures galactiques qui avaient complètement échappé. C'est comme si on avait trouvé une phase de formation d'étoiles très ancienne. Et maintenant, si on remonte plus loin dans le passé pour voir si on peut voir leurs ancêtres. Bon, j'ai paumé ça. Non. Voilà. Je reprends un diagramme qui vient cette fois d'une étude qui est en train d'être, qui vient d'être soumise par Steve Finkelstein et al. En 2022, qui repose la question qu'a posée Françoise à la fin de sa présentation. Vous avez ici le décalage vers le rouge. Donc là, on est dans les premiers âges de l'univers, 480, 350, 300, 235 millions d'années après le Big Bang. Ici, vous avez le Big Bang. Et puis ici, vous avez le nombre de galaxies
qui sont plus lointaines que par exemple 10 par minute d'arc au carré. Et voici ce que prévoyaient tous les modèles. Tous les modèles prévoyaient qu'on soit en dessous de cette ligne-là. Et l'étude la plus récente qui vient d'être soumise là, à partir des données d'un grand programme de James Webb, montre qu'en fait, on est là. Donc on a des galaxies qui sont soit beaucoup plus massives que ce qu'on pensait, soit plus nombreuses que ce qu'on pensait, soit qui se sont formées plus vite que ce qu'on pensait, soit on se trompe quand on croit qu'on pense. Et alors, l'hypothèse favorisée dans cet article, l'hypothèse qui est favorisée dans cet article, c'est qu'on se trompe quand on croit qu'on pense. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, à nouveau, le piège, c'est que vous avez beau regarder avec le télescope spatial James Webb qui regarde dans l'infrarouge et qui vous permet de distinguer un éléphant d'un écureuil jusqu'à une certaine époque, mais dans ces époques-là, il est comme Hubble. Il ne voit que des écureuils, même si c'est des éléphants. Et donc, les longueurs d'onde auxquelles il regarde, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ultraviolet. C'est vraiment cette domaine. Et vous ne pouvez pas connaître la masse, parce que vous êtes dans le domaine où il y a la grosse étoile. Vous êtes dans le domaine de Elon Musk. Et aucun de vous n'apparaît dans ce diagramme-là, je vous garantis, sauf s'il y a un Musk de caché. Mais donc, ça veut dire que là, on est dans une situation où on ne connaît pas la masse des galaxies. On ne peut pas dire qu'elles sont trop massives, parce qu'on n'a pas leur masse. Par contre, si elles avaient la même proportion d'étoiles massives et de petites étoiles, alors elles seraient trop massives. Mais il y a une alternative, c'est que ces galaxies forment peut-être beaucoup plus de grosses étoiles que de petites étoiles, que ce que font la plupart des galaxies aujourd'hui. Alors on sait qu'au tout début de l'histoire de l'univers, quand la matière diffuse était faite essentiellement d'hydrogène et d'hélium, les mécanismes de refroidissement de la matière diffuse étant très peu efficaces, ont formé des étoiles très très massives, et les premières étoiles faisaient probablement 1000 masses solaires, etc. Population de 3. Très vite, la matière a été enrichie, mais il y a peut-être eu une transition pendant laquelle on a formé plus de grosses étoiles, et donc il est possible qu'avec un tout petit peu plus de grosses étoiles, on puisse changer très facilement, se tromper sur les masses des galaxies par un facteur 5 en changeant un tout petit peu la proportion des grosses étoiles, puisqu'elles rayonnent des milliers de fois plus que les plus petites. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est le fait que les galaxies qu'on voit là sont peut-être les ancêtres de ces grosses galaxies dont j'ai parlé tout à l'heure, les galaxies dinosaures. Ça serait légitimement celles-là, puisque c'est celles qui ont cru le plus vite, dont la croissance a été plus rapide. Or, la croissance des galaxies est accélérée dans les régions les plus denses de l'univers, et il se trouve que quand on a étudié toutes ces galaxies dinosaures dont je parlais tout à l'heure, elles sont toutes dans des proto-amas de galaxies, c'est-à-dire dans les régions particulièrement denses de l'univers. Donc il est possible que toutes ces galaxies-là soient dans des régions un peu plus denses que les autres et qui soient biaisées par rapport au reste. Enfin, tout ça, c'est en cours de discussion. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, sous prétexte qu'on a peut-être des explications, remettre en question de façon définitive la possibilité que les nouvelles observations du James Webb vont complètement rebattre les cartes et considérer que même le nouveau paradigme dont je vous parlais est faux, ou peut-être questionner la nature de la matière noire ou autre. On n'en est pas encore là parce qu'il y a trop d'incertitudes, mais ce n'est pas complètement incertain. Donc si je résume par rapport à ce nouveau paradigme, les forces et les faiblesses, la force de cet apport de matière par ces courants de refroidissement, c'est que ça nourrit la formation d'étoiles, ça participe à la formation des grands disques galactiques très tôt dans l'histoire de l'univers, et c'est ce qu'on observe, et ça engendre de la turbulence à grande échelle, qui est ce qui régule la formation d'étoiles. Les faiblesses, c'est qu'on n'a pas de preuve irréfutable de l'existence de ces courants froids qui sont visibles dans les simulations à l'ordinateur et qui ne sont pas clairement visibles dans les observations. Je vais vous en dire deux mots pour finir. Et on ne comprend pas pourquoi les galaxies primordiales sont si compactes. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, elles sont super concentrées, c'est vrai. Il y a eu des explications proposées, des instabilités dynamiques de galaxies lorsqu'elles ont beaucoup de matière diffuse, sauf que les plus compactes sont celles qui ont le moins de matière diffuse. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas personnellement, j'ai plutôt une tendance à être optimiste, à aimer tout un tas d'explications, mais là, j'avoue que je pense que la question elle est ouverte en fait. Mais pour moi, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer et qui est lié au fait que même les trous noirs naissent trop tôt dans l'histoire de l'univers par rapport à ce qu'on sait. Je pense qu'on doit rater un épisode
qui est entre majeur et très majeur, je pense. Et que, du coup, je pense que c'est assez excitant. Parce que, voilà. Alors, on a quand même des indices. Vous avez ici un papier de notre équipe, dont Emmanuel Edadi est le principal responsable. Donc, c'est que ces filaments, ils sont difficiles à voir, mais si vous regardez un amas de galaxies, et on a trouvé des amas de galaxies très lointains, ou des proto-amas de galaxies très lointains, vous avez ces filaments à des échelles encore plus grandes. Et là, c'est de la matière qui est vue par le rayonnement de l'hydrogène qui est excité par un mécanisme. Alors, qui fait que l'électron, quand il retombe, il va produire un rayonnement qu'on appelle Lyman alpha. La question, c'est qui a excité l'électron? Est-ce que c'est un quasar? Est-ce que c'est le rayonnement des étoiles? Ou est-ce que c'est l'énergie gravitationnelle de la matière qui s'effondre, qui est donnée à l'hydrogène, qui excite l'électron et qui retombe, qui fait du Lyman alpha? Si c'est le troisième, c'est-à-dire que si c'est de la libération, de la conversion de l'énergie gravitationnelle en lumière par le biais de l'excitation de l'électron et qui fait du Lyman alpha, alors c'est compatible avec le fait que vous avez ici des écoulements de gaz froid qui pénètrent le proto-amas de galaxies et que vous avez véritablement ici la preuve de l'existence de ces filaments. Après, il y a la technique du fou qui cherche sa clé. Et ça, c'est... bon, tout le monde connaît l'histoire. Le seul problème, c'est que je peux la raconter ici, mais pas au bureau, parce que moi, je travaille à sa clé. Et quand je raconte l'histoire du fou qui cherche sa clé, comme les gens, en général, ils ont du mal à trouver sa clé quand ils viennent, je ne le fais plus, parce que je vois la tête des gens, et ça, ils ne comprennent rien de ce que je dis. Ils me disent, bah oui, nous, on a mis 3 jours à trouver. En plus, ils ont changé le rond-point du Christ, de sa clé, et on s'est complètement planté. Et donc, ils disent, ils croient que c'est eux le fou qui cherche sa clé. Enfin, bon. Mais donc là, c'est une autre histoire, celle du vrai fou qui cherche vraiment sa clé. Et donc un autre vient le voir, il voit qu'il est en train de chercher sous un lampadaire. Je sais que vous la connaissez, mais j'aime bien la raconter. Et il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, je cherche ma clé. Et pourquoi vous la cherchez là? C'est parce qu'il y a de la lumière. Donc là, normalement, c'est une blague. Et puis vous dites, le type qui cherche sous un lampadaire alors qu'il n'a pas perdu sa clé là, c'est un idiot. Alors là, maintenant, ça va être un peu particulier ce que je vais vous dire, parce qu'en fait, j'ai trouvé le fou. Il s'appelle Hai Fu, en fait. C'est parce que FU en chinois, ça se prononce fou. Et le type s'appelle Fu, il a écrit un article basé sur la technique du fou qui cherche sa clé. Ça pourrait être une histoire drôle, mais c'est un article. C'est publié le 24 février 2001. Fu et al. Ont utilisé la technique du fou qui cherche sa clé de la manière suivante. Donc le lampadaire, c'est un quasar. Et donc vous êtes sur Terre et vous regardez le quasar et vous cherchez la clé du mystère de la nourriture des galaxies, ces filaments mystérieux, etc. C'est la clé de l'histoire des galaxies. Bon. Et il voit de l'absorption de la lumière du quasar dans la ligne de visée, parce qu'il y a de l'hydrogène, un nuage d'hydrogène qui absorbe la lumière du quasar, et il sait, de fait de l'expansion de l'univers, etc., à quelle distance par rapport à lui se trouve cette absorption. Mais il a un deuxième quasar. Alors pour arriver à ça, il a pris des milliers de quasars, hein, et on ne trouve pas comme ça son truc. Donc c'est l'histoire du fou qui cherche ses clés. Et avec le deuxième quasar, il trouve une deuxième absorption alignée avec la galaxie au même décalage vers le rouge. Et donc là, il se dit, bah, en fait, la technique, elle marche, quoi. Et donc, bah alors, bon, c'est pas une preuve, mais c'est pas une preuve. C'est un cas, mais c'est quand même assez intéressant. Vous avez ici les absorptions qui collent bien entre les deux, le rouge et le bleu. Et ça pourrait être une détection par la technique de Fu, Hai Fu, qui cherche sa clé, et qui l'aurait trouvé à un décalage de 2,67. Alors si c'est ça, c'est génial parce que ça valide vraiment ce nouveau paradigme dans lequel il reste quand même quelques questions ouvertes. Voilà. Merci.